Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver sur le plateau de Tandem TV pour une nouvelle émission. Alors au moment où nous enregistrons cette nouvelle émission, Israël est en guerre depuis maintenant 47 jours et demain, jeudi 23 novembre, devrait entrer en vigueur l'accord conclu pour la récupération d'une cinquantaine d'otages, des femmes et des enfants, contre la libération de prisonniers palestiniens, là aussi des femmes et des mineurs, et contre une pause dans les combats. Alors pour m'accompagner ce soir dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir donc Avi Van Vetter, que vous connaissez déjà. Bonsoir Avi. Bonsoir Galit. Comment vas-tu? Très bien. Et Sarah Usan. Bonsoir Sarah. Bonsoir Galit. Alors je suis ravie aussi d'accueillir un invité, le premier de cette émission. Il s'agit de Maître, parce qu'il est avocat, Shlomi Lévi. Alors bonsoir Shlomi. Bonsoir. Alors je suis très contente de t'avoir sur cette émission. Alors, Shlomi, toi, tu es né en Israël de parents français, donc tu es un peu francophone. On va parler lentement pour essayer d'arriver à communiquer. Tu es donc de Hadera, tu es marié, tu as 4 enfants, tu es avocat donc de métier. Tu es secouriste chez Hatzalah et bénévole Zaka. Et toi, le 8 octobre, donc dès le lendemain du massacre terrible qu'on a vécu dans le sud du pays, tu as été donc Moukpat, tu as été envoyé à Reim et à Be'eri, où tu as passé, je pense, la pire journée de ta vie. Mais voilà, je t'invite à nous raconter comment ça s'est passé, comment tu as été appelé et ce que tu as découvert en arrivant sur place. Alors oui, et comme vous avez dit, c'était un des pires journées qu'on peut penser même pour quelqu'un qui fait tous les jours un secouriste et même Zaka, c'est quelque chose qu'on n'a jamais passé avant. Nous, c'était quand le premier jour, on a commencé à entendre qu'il s'est passé quelque chose de grave au nord et au sud. Et le message, ils ont commencé à passer doucement, doucement. Personne, il a passé la vérité de ce qu'il voit. Il y avait comme un secret entier de tout ce qui se passe. Et même la télé n'a pas dit des chiffres comme il faut, l'armée, la police. Personne ne savait vraiment ce qui s'est passé. C'était tout le 7 octobre. Et le soir, ça a commencé à sortir un petit peu plus. Et au niveau des numéros et au niveau de l'endroit qu'ils ont été attaqués, tout ça. Dès que j'ai commencé à comprendre la gravité de la chose, que c'est vraiment quelque chose qu'on a grave, je savais qu'ils vont nous appeler. Parce que c'est pas quelque chose que l'équipe de Soud, ils vont réussir à gérer toute seule. Comme on est tous tout le temps avec des systèmes bénévolats et que s'il manque des équipes quelque part, alors celles d'à côté, ils viennent, ils aident, ils donnent un coup de main. Là, c'était tous les pays qu'ils ont passé vers le côté du sud pour aider le Zaka du sud. Moi, j'ai eu un coup de fil vers 8h30, 9h, le 8 octobre, et mon chef de Zaka Hadera, qui s'appelle David Birinboim, il me dit « Prépare-toi un petit sac, et on y va ». Avant qu'il m'a appelé, j'ai hésité si je vais pas. Comme j'ai entendu que c'est très grave, mais après qu'il m'a appelé, je savais que moi, je vais jamais dire non. Tout le temps, je suis repreneur pour aider. Et 10 minutes après, il vient avec l'ambulance des Zaka. Il prend toute l'équipe de Hadera. On a été 5 et de notre voiture, dans notre ambulance Zaka. Et on a commencé à faire le chemin vers le sud. Déjà, à côté d'Ashdod, la ville d'Ashdod, il y avait déjà des attaques qu'on a vu de la police et de l'armée qui sont en train de courir derrière des terroristes. Des terroristes. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que pendant plusieurs jours encore, il y avait des terroristes sur le territoire israélien et que donc c'était une course-poursuite en fait. On est rentré dans le moment où il fallait pas rentrer parce qu'il y avait vraiment encore des attaques partout. On a été là-bas en train d'entendre tout le temps des missiles et des tirées d'armes et en train de voir vraiment tout ce qui se passe. Et on savait que ça se passe vraiment à quelques minutes à côté de là où on en est tout le temps.
En fait, c'était une scène de guerre. C'était la guerre. C'était une scène de guerre. On est arrivé vers 10h30, 11h. La première chose que je vois, c'est des corps sur la route. J'étais comme ça, que jamais je vis ça. Ça, c'était où? Dans la rue numéro de 232, que ça ramène à l'endroit où il y avait la fête Nova. Areim, la fête Nova, la fête musique, ils ont fait le festival. C'est une rue qui fait maximum 15 minutes en voiture. On a mis plus que 10 heures dans cette route à ramasser des corps. Et la situation était comme ça. Il y avait des voitures brûlées où il n'y avait pas quoi ramasser à part de l'os. Où il y avait des voitures tirées, que les corps, ils ont été renversés à côté de la voiture, par terre, ou dans la petite place à côté de la route. Dans le caniveau. Quand j'ai commencé à ramasser le corps là-bas avec mon équipe, je peux vous dire que même en tant que personne qui a passé vraiment des choses graves au niveau de ce que j'ai fait en tant que bénévole Zaka et Hatsala depuis 20 ans, jamais j'ai pensé que je peux y être dans des situations comme ça. En général, dans chaque ambulance, on prend maximum un corps. Si jamais il y a un accident grave, on prend 2. Dans l'ambulance, on a ramassé jusqu'au plafond. Jusqu'au plafond. Et on a retourné à une grande camion de frigo et on a mis le corps là-bas. Et vous reveniez et avec on est le revenu. camion vide. On a fait ça avec 5 ambulances toute la journée. Vous devez comprendre que quand le corps il reste au soleil sur la route, ça commence à faire des odeurs, ça commence à faire il y a des mouches qui viennent et tu vois des choses insupportables. Tout le monde parle effectivement de cette odeur de mort. Tous ceux qui étaient là-bas et qui témoignent, et même ceux qui après sont allés à Tel Aviv dans l'unité où on reconnaît, où on essaye de reconnaître les corps, etc., où on fait les tests ADN, tout le monde parle de cette odeur de mort. Qui reste. Est-ce que ça reste? Parce qu'il y en a qui disaient que même après quelques jours, ça reste. Je vous explique ce que ça veut dire les odeurs de corps. Quand on ramasse des corps dans l'ambulance, on n'arrive même pas à fermer les portes. Ça veut dire on se balade, on continue notre chemin pour continuer à ramasser des corps avec les portes ouvertes. Parce que l'odeur il est insupportable. Et cette odeur, c'est pas une odeur comme tu as une odeur que tu aimes pas ou à quelqu'un qui cuisine quelque chose que tu aimes pas. C'est une odeur qui remonte dans le cerveau. C'est une odeur que tu peux pas oublier. C'est une odeur que là où tu vas y être et tu vas sentir ça, tu vas savoir d'où ça vient. C'est une odeur qu'on connaît pas dans la vie normale. Et attends, je peux te poser une question. Quand tu fais ce travail, parce que bon, je sais même pas comment on peut appeler ça. Qu'est-ce qui te donne la force de continuer? Parce que comme tu dis, c'est pas 1 ou 2, c'est des dizaines et c'est sans arrêt, et c'est dans des états, le corps il est dans des états pas possibles. Qu'est-ce qui te donne la force d'avancer et de continuer? C'est ça qui m'intrigue. Il y a une grande mitzvah qui s'appelle Kvod Hamet. Ça veut dire que quelqu'un, même s'il est décédé, il a un grand respect qu'on doit lui respecter. Son corps, c'est kadosh, c'est quelque chose que nous, en tant que juifs, on comprend que le corps de la personne, c'est lui qui l'a accompagné dans son chemin, c'est lui qui lui a aidé à faire son chemin de vie. Il a une gdusha spéciale. Et cette gdusha, elle finit qu'après l'enterrement, qui rentre et que là, ça se calme et que sa neshama, elle est tranquille. Et chaque jour, et chaque seconde, et chaque heure que le corps, il est par terre, où il n'est pas occupé pour faire enterrer comme il faut, la neshama, elle n'est pas tranquille. Ça veut dire qu'il souffre, que nous, on peut pas, je peux pas vous expliquer ce qui est marqué dans les Sfarim, mais dans un discours court comme ça, mais il faut comprendre que la tranquillité de la neshama, elle n'y est pas, jusqu'à que le corps, il n'est pas enterré comme il faut. Et donc, c'est ça. Et là, il commence à passer sa vraie menoucha, sa vraie tranquillité d'après. Et tout ce que tu fais, c'est motivé par ça,
en fait, par ce kiddush Hamet. Ouais. Comme dit, le respect du mort jusqu'à la fin, quoi. Il y a une rescapée, Nathalie Sanandaji, une juive américaine de Long Island qui est rescapée de la fête de Nova, qui expliquait devant des maires à Miami, une cinquantaine de maires américains, de villes américaines, qui expliquaient que, en fait, sa survie, elle l'a due à cette espèce de corps qui est sorti d'elle, qui a fait les choses presque par automatisme, en dépit d'elle. Ouais. C'est-à-dire qu'elle s'est sauvée, elle a fait des choses, elle est allée se mettre dans des buissons, se cacher, elle est restée plusieurs heures. Et ce qu'elle a fait, elle l'a pas réfléchi. C'est comme si quelqu'un faisait quelque chose d'autre à sa place. Est-ce que dans ton travail, il y a je ne veux pas dire une routine, mais je veux dire des automatismes qui font que je fais les choses et j'ai mis mon état d'esprit de côté. Déjà, je peux vous confirmer que dans des situations graves, comme nous on voit, il faut savoir d'y être un petit peu robot. Parce que si tu rentres vraiment dans la gravité et le mal que tu vois dans chaque situation que tu vois, après tu peux pas vivre normal parce que tu te sens dans le pire situation tout le temps, qui te compagne tout le temps parce que tu vois des jeunes, tu vois des enfants, tu vois que des choses. Et je peux vous dire que j'ai quelque chose en moi que je passe en mode technique et je fais les choses parce que je sais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et on continue des heures et des heures. C'est sûr qu'après un bon moment, même ton robot, il commence à comprendre que c'est pas clair la situation. C'est pas normal. Il y a quelque chose on peut pas passer. Pour vous donner une anecdote, comme on dit, il y avait dans le chemin qu'on a été en train de ramasser tous les corps qui ont été décédés du festival Nova. Il y avait une maman qui nous appelle en tant qu'équipe Zaka. Elle dit que son fils, il est sur arbre depuis 25 heures. Il a peur de descendre parce qu'il ne croit pas qu'il voit vraiment l'armée. Parce que les terroristes, ils ont été déguisés comme les armées. Et il a eu pas le émoun, la confiance. La confiance qu'il voit vraiment l'armée israélienne. Et quand il a vu notre ambulance des Zaka, il a compris que c'est du vrai. Parce que ça, il a su que ça ne peut pas y être des terroristes. Et il a accepté de descendre du arbre. Je vous parle 24 heures après que l'acte des terroristes a commencé. Le mec, il est resté 24 heures, 24 heures sur l'arbre. Attaché sur l'arbre pour vous montrer c'est quoi était le choc et le drame qui s'est passé là-bas à toutes les jeunes. Qu'ils ont été vraiment dans un festival de musique et ils ont été en une seconde en courant, à sauver leur vie. Que là où on a été, on a vu tout le monde tiré par des dos, avec les mains sur leur tête, parce qu'ils ont eu peur, cachés, derrière la voiture, en dessous de la voiture, derrière la route, derrière la barrière de la route. Ils ont essayé de sauver là où ils ont pu. Mais quand tu ne sais pas ou tu n'as pas comment faire les choses, finalement, ils vont tirer dessus et ils vont t'attraper. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont tiré tout ce qu'il y avait dans le chemin. Ils ont tiré à vue sur tout ce qu'ils trouvaient. Tout ce qu'il y avait dans le chemin. Et encore quelque chose qu'il y avait spécial là-bas, que jamais j'ai vu, qu'ils ont brûlé les voitures avec un produit que j'ai vu déjà des voitures brûlées dans ma vie. Il n'y avait même pas une possibilité de savoir c'est quoi la modèle de la voiture. C'était quoi là avant? Il restait rien de la voiture. Au lance-flamme, oui. Rien. Pas une, pas deux, des centaines de voitures comme ça. Je ne sais pas si c'est que le lance-flamme. On dirait qu'ils ont utilisé des matériaux pour rajouter que le feu soit plus fort. Il y avait vraiment le fer qu'il a été comme de l'eau qu'il a fondu sur la route. Que jamais j'ai vu ça dans n'importe quel D'ailleurs, on a vu dans certaines images, quand ils sont rentrés, ils ont passé la barrière,
on les a vus avec des jerrycans, c'est-à-dire que les choses étaient préméditées. Ils avaient des jerrycans sur eux, dans le dos, certains d'entre eux, donc et de l'essence, pas pour leur véhicule, bien entendu, ça se voyait, mais effectivement des jerrycans dont on peut imaginer qu'ils s'en sont servis pour incendier des maisons et incendier peut-être des voitures. Et est-ce que toi, tu y étais que le 8 octobre? Comment est-ce que Zaka a géré? Parce que ce que je comprends, c'est que psychologiquement, c'est très, très compliqué, très difficile d'enchaîner, c'est-à-dire de rester là-bas plusieurs jours, de faire ce que vous avez fait. Et puis après, comme tu dis, une fois que vous avez ramassé les corps, il y avait les cendres, il y avait les os, il y avait des choses horribles à ramasser encore et à collecter. Comment est-ce que chez Zaka vous vous êtes organisé? Est-ce que c'était des équipes différentes qui s'alternaient, ou est-ce que tout le monde devait être là tout le temps quoi qu'il arrive? Non, alors oui, c'est une bonne question. Zaka, c'est une organisme comme un petit armée. Ça veut dire chaque équipe qui veut venir donner un coup de main, il doit s'inscrire les jours d'avant chez le chef, et lui il dit combien de places il y a et dans quel endroit tu vas. Et lui, il regarde chaque équipe qui rentre, comment ils sont. Il a cette possibilité avec son expérience à voir si il sent que ce qu'il vous faisait, c'est trop lourd pour vous. Il vous dit, sortez-vous, prenez quelques heures de repos, et il fait rentrer à notre équipe. On a été tout le temps avec 3-4 équipes qui sont dehors à attendre pour remplacer les autres qui ne peuvent pas supporter ce qu'ils voient. Parce que n'importe quelle personne, même de Zaka, je peux vous dire que même notre chef des AK, il n'a pas réussi à supporter tout ce qu'il a vu. Il a été hospitalisé 48 heures du première semaine. Parce que dans l'histoire le plus grave d'Israël, qu'il y avait à Miron, il y avait des ans, il y avait 45 morts. C'était la première fois des AK qu'ils ont utilisé un camion pour ramasser tous les corps des gens qui étaient décédés là-bas. Là, dans ces journées, depuis le 7 octobre, on a utilisé des dizaines de camions pour ramasser les corps. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de l'armée qui était donc des Ashdod, donc à contrôler les routes, etc. Là, vous aviez un travail qui réclamait toute votre concentration, et en même temps, comme tu le disais, cette façon d'être un peu comme un robot. Et pourtant, il fallait être en veille parce que la zone n'était pas sécurisée. Il y avait des infiltrations à peu près partout dans l'enveloppe. Donc, comment vous avez pu gérer cette concentration-là pour faire ce que vous aviez à faire, et en même temps faire attention à votre sécurité? C'est une très bonne question. Chaque fois qu'il y avait la Zaka où il y avait des tirés autour de nous, on est rentré en dessous de l'ambulance, on s'est mis à côté du camion pour nous protéger au maximum. Mais c'est sûr que la décision de rentrer dans l'endroit où on a été, c'était une décision elle nous a mis tous, notre équipe à nous, en danger d'être tirés par les terroristes ou par un missile qui tombe sur nous, parce qu'il y avait personne dans cette route à part Zaka et quelques voitures d'armée qui nous protègent sur le chemin. C'était vraiment l'endroit où on est arrivé à Be'eri. Il y avait encore des terroristes en train de tirer sur les gens à Be'eri, qu'ils ne nous a pas laissé rentrer jusqu'à qu'ils ont fini et de nettoyer. Libérer et nettoyer tous les terroristes du Be'eri, et à ce moment-là, ils ont laissé les équipes rentrer. On a resté devant la porte de Be'eri pendant 2 heures. Et même des nuits après, il y avait des autres équipes. Nous on a quitté. Mais il y avait des autres équipes, ils ont resté toute la nuit là-bas. Il y avait des équipes des AK qui ont même dormi là-bas. Mais tout dépend de la personne et de ses forces et le courage de sa famille derrière aussi. Bien sûr. Alors justement, tu parles de chaque personne avec sa force, et psychologique et physique et bien sûr mentale. Est-ce que chez Zaka, vous avez un système qui permet que vous soyez suivi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous suit psychologiquement, celui qui a besoin de parler? Est-ce que vous avez à l'intérieur de l'association et de l'organisation un système comme ça pour ce genre de situation? Alors, depuis le premier jour que j'étais à Zaka, il y avait 3 entraînements sur 10 ans.
Vraiment, pour qu'on sait qu'il y a cette possibilité. Depuis le 7 octobre, il nous oblige. Celui qui était au sud, celui qui a travaillé là-bas et celui qui l'a aidé avec tout ce qui s'est passé là-bas, il est obligé d'avoir un psychologue, 12 rendez-vous mis par Zaka, par chaque personne, pour essayer de mettre en volume vivant, pour vivre avec tout ce qu'on a vu et continuer la vie normale. Parce que c'était quelque chose que même dans le pire film de pénal, on ne peut pas voir. Mais ça, c'est très très bien. C'est vraiment exceptionnel de vous faire suivre comme ça, parce que est-ce que toi, tu estimes, ou est-ce que tu as dans ton entourage des bénévoles Zaka qui sont en post-trauma? Oui. Il y a des gens qui, leur femme, ils nous appellent en tant que copains. Mon mari, il ne veut pas manger. Il n'arrive pas à dormir. Il n'a pas son goût. Ça veut dire, là, toutes les odeurs qu'il a, ça lui rappelle quelque chose. Le problème de trauma là-bas, ce qu'on passe, c'est qu'après des petites choses que tu fais chez toi à la maison, ça peut te rappeler des situations qui te bloquent et qui ne te laissent pas continuer. Et c'est pour ça que celui qui ne gère pas lui-même avec le psychologue et avec tout l'entraînement qu'il faut pour pouvoir vivre, même si ce n'est pas tout à fait normal, mais vivre, continuer. Et c'est sûr que ça va lui sauter quelque part et ça va lui gager des possibilités de vivre normal. Une question personnelle. Tu travailles à Hatsala et tu travailles à Zaka. Est-ce que le fait de travailler aussi à Hatsala, où tu vas t'occuper des vivants et tu vas pouvoir t'occuper et voir peut-être cette personne-là survivre grâce à l'intervention d'Hatsala rapide, efficace, est-ce que ça a pu t'aider dans ces moments difficiles, justement après cette expérience de Zaka? Alors, vous avez mis le point vraiment sur la lumière de cette bénévolat. Quand tu vois quelqu'un qui marche dans la rue et que tu sais que grâce à toi et ton ami, que vous étiez le premier à lui donner le coup de cœur qu'il fallait, et avec le réanimation ou parce qu'il s'est bloqué avec il s'est étouffé avec quelque chose et avec ton technique tu lui as réussi à le sortir et il a continué sa vie où et je vois des choses comme ça et c'est sûr que le fait de savoir que Kol Hamatzil Nefesh Achat Misraël, chaque quelqu'un qui sauve même une vie d'une personne dans toute sa vie, c'est un monde entier qu'il a réussi. Et c'est sûr que ça nous tient et ça nous renforce et ça nous donne on va dire l'essence de continuer de savoir que oui, tu as des trous, tu as des endroits, des traumes là où tu les caches quelque part, mais il y a aussi des kiffs que quand tu vois que le papa de ces enfants, il est là parce qu'on a été les shlichim, les gens qui étaient là sur place au bon moment. Les envoyer. Alors moi, j'ai une autre question personnelle. Comment tu fais en fait? C'est pas possible. Tu es avocat. Alors je rappelle, tu es avocat. Tu as 4 enfants. Tu es secouriste chez Hatsala. Bénévole chez Zaka. Tu es, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, Rav dans une pnimia au Kfar Ben Yakir où tu travailles avec des adolescents. Tu dors quand en fait? Et il y a des gens qui ils dorment un petit peu et moi je suis faite de ce modèle de gens qui dorment un petit peu et en vrai ce qu'on fait en tant qu'Hatsala ça peut être une fois par jour, 2 fois par jour. Si c'était une journée vraiment lourde, 3 fois par jour, c'est 10 minutes, une demi-heure maximum chaque fois que tu sors. Et c'est pas tous les jours parce qu'on est des équipes. Aujourd'hui, c'est toi, le premier qui sort, le Toran. Demain, c'est l'autre. Après-demain, c'est l'autre. Ça se partage. Finalement, t'es pas tout le temps obligé. T'es bénévole. Quand tu paies, ça tombe entre des rendez-vous, ça tombe entre 2 travails, ça tombe dans la nuit. Ça tombe avant que ça commence, avant que tu commences ta journée. Alors, tu es là pour aider. C'est jamais, et je peux vous dire que jamais j'ai perdu quelque chose parce que j'étais bénévole. Je me suis tout le temps
donner dans le temps où j'ai pu donner au milieu de prendre une glace peut-être, au milieu de continuer une discussion avec un ami pour rien gagner ou pour rien avancer. Alors, tu as fait quelque chose qui a une valeur, que tu sais que, ok, alors j'ai pas été au restaurant avec tous les amis maintenant, mais j'étais dans un endroit qui a une valeur 1000 fois plus. Tu me permets d'intervenir 2 secondes. En fait, moi, je veux répondre à ce que tu dis parce que moi, je connais très bien Shlomi. Ça fait plus de 12 ans maintenant qu'on est amis. C'est lui qui nous a emmenés en Israël en tant que coordinateur de Aliyah. Il était coordinateur au départ, poste que j'ai repris derrière lui. Et on travaille ensemble au Kfar. Et Shlomi et moi, on est un binôme, hein, on travaille dans plein de choses. Et si tu veux, tu disais, comment tu fais pour être ça et ça et ça. Et moi, c'est mon exemple de vie, c'est Shlomi. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en Israël, j'ai fait du bénévolat. Et je voyais Shlomi qui était partout, qui allait étudier, qui travaillait, qui faisait 1 milliard de choses. Et en fait, quand tu le vois, tu comprends l'essence de l'Israélien qui doit s'en sortir. Parce qu'ici, c'est quand même... c'est rare de pouvoir tenir Bien avec sûr. un seul boulot, Bien sûr. on est d'accord. Et en fait, ça a été mon exemple. Et faut dire que, comme c'est mon ami, il m'a beaucoup poussé. Et à chaque fois, je le cite en exemple parce que, comme tu as cité tout ce qu'il sait faire, et je me dis... waouh, quoi, c'est pas mal parce que tu vois, C'est exceptionnel. il a 36 casquettes. En fait, il incarne ce qu'on dit dans la Torah, c'est que quelqu'un qui ne fait pas, c'est quelqu'un qui est mort. Et donc, c'est d'être toujours en mouvement, quelqu'un qui fait trop, toujours bravo. à faire. Et d'ailleurs, le mot faire est l'un des mots les plus répandus dans la Torah, Alors, qu'on retrouve le plus. moi, j'ai juste une dernière question pour terminer. On voit que tu as une kippa noire sur la tête. Et il y a eu, cette dernière année, beaucoup de tensions entre les communautés religieuses et Chiloni. Il y a ceux qui reprochaient aux religieux, aux Haredim, de ne pas faire l'armée. Et on voit ces Haredim, justement, beaucoup, voire en majorité ou même exclusivement, dans des organismes comme Zaka ou Hatzalah. Est-ce que toi, dans tes amis et dans ceux qui travaillent avec toi dans ces 2 organismes-là, est-ce qu'il y a des chilonimes? Oui, dans les Zaka et dans les Hatzalah, il y a des Chilonim. C'est des organisations publiques, ouvertes à tout le monde. Celui qui veut donner, il vient. Il y a des femmes aussi, il y a des hommes, il y a des Chilos, il y a même des Arabes, il y a tout. Celui qui veut donner, on est là pour lui aider et pour l'informer, pour qu'il donne à sa communauté, à son endroit, à son quartier, là où il est. Ça va être le premier qui va donner le coup de main. Alors, n'importe qui c'est, là où il va y être, il va faire du bien. C'est ça la manière que nous, en tant qu'Hatzalah et Zaka, on regarde les choses. On cherche pas à faire ni lui, ni l'autre. Bien sûr, vous les refusez pas. Mais la question, c'était effectivement, est-ce que, parce qu'on a l'impression, c'est vrai que dans ces 2 organismes-là, on ne voit que des religieux. La majorité. La Je majorité, vous explique c'est des... pourquoi. L'éducation dans les milliers plus dati haredi, on va dire, le côté chesed et bénévole, il est très très fort. Si vous ouvrez le carte du quartier religieux, il y a des centaines des organisations, des gmar. Celui, il manque de biberons pour les enfants, il sait que dans cette famille, il a ça. Celui, il manque la poussette parce qu'il a oublié chez ses parents. Chaque famille, elle a une petite organisation pour aider celui qui l'a tombé en panne ou qui l'a oublié quelque chose. C'est un mode de fonctionnement. C'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a vécu. Là où on a eu quelque chose qui manque, il y avait tout le temps une organisation bénévole qui remplace. Si c'est des médicaments, si c'est mais à part de la bouffe qu'il y a partout, je vous parle vraiment sur des choses techniques. Des sucettes enfants qui étaient oubliées Shabbat, t'as pas où acheter. Il y a une famille qui a toutes les modèles des sucettes. C'est fabuleux. Ouais, C'est fabuleux. Franchement, parce que nous, qui venons de France, ça n'existe absolument pas. C'est vraiment, c'est un pays, et même ici, même à Ranana, et même dans les écoles, on voit que les enfants sont obligés, pour valider leur bac, de donner un certain nombre d'heures à la société et à la communauté.
et à être bénévole, à se porter bénévole un peu partout. Alors tu disais tout à l'heure, Shlomi, que qui sauve une vie sauve l'humanité, tu l'as dit en hébreu, et c'est une transition toute trouvée pour notre prochain invité, puisque lui aussi, c'est la devise de l'organisation qu'il a créée, qui est Sauveteurs sans frontières, SSF, Monsieur Arié Lévy, qu'on va accueillir tout de suite.